pour un endomorphisme symétrique U d'un espace euclidien de dimension n, il y a un lien très fort entre les valeurs propres de U et la forme quadratique associée à U. Ainsi, le signe des valeurs propres de U est étroitement lié au signe de la forme quadratique Q sur E. Et on va maintenant voir que l'on peut donner une expression des valeurs propres de U à l'aide de valeurs prises par la forme quadratique Q sur la sphère unité. Commençons donc par voir des liens entre les valeurs propres de U et des valeurs prises par la forme quadratique Q associée à U sur la sphère unité. Lien 1. Si lambda est une valeur propre de U et si E est un vecteur unitaire qui est un vecteur propre de U associé à la valeur propre lambda, alors lambda est la valeur de Q en ce vecteur unitaire E qui est vecteur propre de U associé à la valeur propre lambda. Et dans la suite, on note lambda 1, lambda 2, lambda n, les n valeurs propres de U écrites dans l'ordre décroissant. Et on note alors E1, E2, En, une base orthonormée de E constituée de vecteurs propres pour U, de telle sorte que pour chaque I, EI soit un vecteur propre de U associé à la valeur propre lambda I. Alors, si on note x1, x2, xn, la colonne des composantes d'un vecteur x de E dans cette base orthonormée E1, E2, En, on a alors cette expression-là de Q de x dans la base orthonormée E1, E2, En. Et on en déduit tout de suite que pour tout vecteur x de E, Q de x est toujours inférieur ou égal à lambda max multiplié par le carré de la norme de x et est toujours supérieur ou égal à lambda min multiplié par le carré de la norme de x. Ainsi, en particulier sur la sphère unité de E, Q de x appartient à l'intervalle lambda min, lambda max. Et on montre ensuite facilement que lambda min est la valeur minimale prise par Q de x sur la sphère unité, tandis que lambda max est la valeur maximale prise par Q de x sur la sphère unité. Et on va maintenant relier pour les autres valeurs propres de U leurs valeurs avec des valeurs prises par la forme quadratique associée à U. On rappelle que l'on a ici les n entre guillemets valeurs propres de U rangées dans l'ordre décroissant et que l'on note E1, E2, En, une base orthonormée de E constituée de vecteurs propres de U de telle sorte que EI soit vecteur propre de U associé à la valeur propre lambda I. Aussi, pour chaque cas compris entre 1 et n, lambda k est la valeur prise par la forme quadratique Q en le vecteur EK. Mais on montre facilement, grâce à l'expression de la forme quadratique Q associée à U dans la base orthonormée E1, E2, En de E, que lambda k correspond à la valeur minimale prise par Q de x sur la sphère unité quand on considère uniquement les vecteurs de la sphère unité qui appartiennent à vecte de E1, E2, Ek et que c'est également la valeur maximale prise par Q de x sur la sphère unité quand on se limite au vecteur x appartenant à vecte de Ek plus 1, En. On a donc que la valeur propre lambda k est égale à la valeur prise par la forme quadratique en le vecteur Ek de la base orthonormée E1, E2, En. Et on a maintenant que lambda k est également égal à la valeur minimale prise par Q de x sur la sphère unité quand on se limite à ces vecteurs-là. Mais c'est également la valeur maximale prise par la forme quadratique sur la sphère unité quand on se limite à ces vecteurs-là. Mais de manière plus générale, lambda k est la valeur maximale quand on considère les sous-espaces vectoriels grand F de E de dimension k, des valeurs minimales prises par Q de x sur la sphère unité quand on se limite au vecteur du sous-espace vectoriel grand F de E. Mais lambda k est également la valeur minimale quand on parcourt les sous-espaces vectoriels grand G de E de dimension n-k plus 1, des valeurs maximales prises par Q de x
sur la sphère unité quand on se limite à un tel sous-espace vectoriel grand G de E. Justifions cette égalité-là. Tout d'abord, il existe un sous-espace vectoriel de E de dimension k pour lequel cette quantité-là est exactement lambda k. Ensuite, on va montrer que quel que soit le sous-espace vectoriel grand F de E de dimension k considéré, la valeur minimale prise alors par Q de x sur la sphère unité quand on se limite au vecteur x de grand F est toujours inférieure ou égale à lambda k. Et pour montrer qu'une valeur minimale est supérieure ou égale à lambda k, il suffit uniquement d'exhiber un vecteur unitaire de grand F pour lequel la valeur prise par Q en ce vecteur x-là est inférieure ou égale à lambda k. Or, pour tout vecteur unitaire appartenant à vecteur de ek plus 1 en, Q de x est inférieur ou égal à lambda k. Par conséquent, si on pouvait justifier l'existence d'un vecteur x non nul appartenant à grand F et appartenant à vecteur de ek plus 1 en, ce serait terminé. Or, l'intersection de grand F et de ce sous-espace vectoriel-là de E ne peut se réduire au vecteur nul, sinon grand F et ce sous-espace vectoriel-là seraient en somme directe dans E, et on aurait donc dans E un sous-espace vectoriel dont la dimension serait k plus n-k plus 1, c'est-à-dire n plus 1, et donc strictement supérieur à la dimension de E, ce qui est absurde. Par conséquent, il existe un vecteur x non nul qui appartient à la fois à grand F et à ce sous-espace vectoriel-là de E. Par conséquent, il existe un vecteur x de la sphère unité appartenant à la fois à grand F et à ce sous-espace vectoriel-là. Par conséquent, il existe un vecteur unitaire de grand F pour lequel la valeur prise par Q en x est inférieure ou égale à lambda k, ce qui achève de justifier cette égalité-là. On montre de même cette égalité-là, ou sinon, on obtient cette égalité-là en appliquant cette égalité-là à l'endomorphisme symétrique moins U. On a donc là et là des expressions de la kème valeur propre de U quand on range les valeurs propres dans l'ordre décroissant à l'aide de valeurs prises par Q de x sur la sphère unité. C'est ce que l'on appelle le théorème de Courant-Fischer.